Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un peu de science pour comprendre le séisme du 18 mars et ses répliques, un séisme qui s'est produit à proximité de Nice. Pour nous en parler, Françoise Courboulex, Bertrand Delouis et Christophe Larocque, tous trois sismologues à l'Observatoire de la Côte d'Azur et chercheurs au laboratoire GéoAzur, et Laurine Andrès, ingénieure dans ce même laboratoire. Donc le contexte très rapidement, le 18 mars 2025 à 18h45, un séisme de magnitude 4,1 a secoué la région de Nice. Il a été suivi d'une vingtaine de répliques. Nous allons vous parler au cours de cet échange des différents aspects de la sismicité dans cette zone et de l'événement du 18 mars. Je laisse la parole à Christophe Larocque qui va vous parler du contexte géologique de la zone. Bien, alors voilà. Euh, Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter rapidement le contexte géologique et la sismicité dans le sud-est de la France. Donc, c'est une zone où on enregistre beaucoup de tremblements de terre. Vous avez sur cette image la carte des épicentres des différents séismes enregistrés depuis une dizaine d'années, hein, de 2014 à 2024, par le réseau sismologique GeoAzur. Vous voyez tous ces séismes qui ont des magnitudes faibles à modérées, hein, magnitudes les plus importantes qu'on ait enregistrées sont un peu plus de 4. L'essentiel se trouve concentré ici dans la partie nord, dans la zone des Alpes et du littoral, une grande partie en mer, ici, juste au large de Nice, dans le nord de ce qu'on appelle, nous, le bassin Ligure, et puis un tout petit peu en Corse, il y en a moins dans la partie sud de ce domaine. Alors, si les magnitudes que l'on enregistre depuis plus d'une cinquantaine d'années maintenant sont modérées, on sait que dans l'histoire, on a eu des événements beaucoup plus forts, en particulier en 1564 dans la vallée de la Vésubie et en 1887, un séisme qui s'est produit en mer au large d'Imperia et qui a créé de très grands dommages. Voilà ici quelques images de l'époque. Ici en haut à gauche, à Diano Marina, en Italie, vous voyez les effondrements de bâtiments. De même, dans l'arrière-pays niçois, ici à Bar-sur-Loup, où quelques dégâts, même s'ils étaient mineurs, sur la zone de Nice. À l'époque, ce séisme avait fait plus de 600 personnes, plus de 600 morts, et il avait aussi produit un petit tsunami de l'ordre de 2 mètres à peu près. Donc on sait que dans l'histoire, on a eu des événements forts, qui ne sont pas des événements énormes comme on peut attendre le Big One en Californie ou le très très gros séisme de Turquie de février 2023. Néanmoins, on attend dans la région des séismes qui sont relativement destructeurs. Alors, l'origine des séismes que nous avons dans la région, ben, d'une façon générale, à l'échelle mondiale, on sait depuis maintenant longtemps que la plupart des tremblements de terre, dont vous voyez la carte mondiale ici, se trouvent aux limites des grandes plaques tectoniques qui bougent les unes par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'il en est dans notre région ici, entre l'Europe occidentale et l'Afrique? Eh bien, la limite entre ces deux grandes plaques, Afrique au sud et Europe au nord, elle se trouve en Afrique du Nord, le long du grand trait rouge que j'ai dessiné ici. Le long de cette zone, on a une convergence entre la plaque Afrique et la plaque Europe qui se fait à une vitesse de l'ordre de 5 millimètres par an. L'essentiel des gros tremblements de terre vont se trouver le long de cette limite de plaque. On peut se rappeler du tremblement de terre d'El Asnam qui avait dépassé la magnitude 7 en 1980. Néanmoins, il peut aussi se produire des séismes dans les domaines intraplaques européens parce que la poussée de la plaque Afrique ici vers le nord va mettre en compression tout ce domaine et les forces vont se propager jusqu'à notre région qui se situe ici. Si on regarde les mouvements sur cette carte qui sont mesurés, on va s'intéresser essentiellement aux flèches bleues qui sont ici sur la Corse et sur la Sardaigne. Et vous voyez que ces flèches, elles indiquent un rapprochement de l'ordre de 0,5 mm par an. C'est extrêmement faible, un rapprochement entre la Corse, la Sardaigne et le continent. C'est une valeur extrêmement faible, mais qui est suffisante pour mettre l'ensemble des failles de notre région sous contrainte. Alors, les failles de la région, ben, voilà une carte. Vous repérez ici tout le domaine alpin et puis tout le domaine marin qui se trouve ici. En noir, vous avez toutes les failles qui sont
connues sur la région par les géologues. Et vous avez en rouge toutes les failles pour lesquelles on a des indices d'activité qui sont clairement identifiés. Alors, faire le lien entre les failles et les séismes dans des zones où les déformations sont relativement faibles, comme c'est le cas sur notre région, c'est pas toujours facile. Néanmoins, on a réussi à montrer ce lien pour le séisme dont je parlais tout à l'heure, celui qui s'est produit le 23 février 1887, dont on sait que la faille qui l'aurait déclenché est la grande faille Ligure, dont vous voyez les traces ici en rouge. Elle se trouve donc en mer, cette faille. Le séisme qui s'est produit le 18 mars 2025, il s'est produit à une quinzaine de kilomètres au nord de Nice. Vous voyez sa localisation ici par l'étoile rouge sur la carte géologique. Et je vais passer la parole à mon collègue Bertrand Delouis qui va vous expliquer plus en détail ce qu'il en est de ce tremblement de terre. Et je reviendrai après pour donner une explication interprétative par rapport aux structures géologiques. Alors, je vais te redonner, arrêter le partage. Voilà. Bertrand, c'est à toi. J'ai- Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors, la séquence sismique qui s'est initiée le 18 mars 2025 s'est produite près de la commune de Coaraz, à environ 15-18 km de Nice. Alors, excusez-moi, excusez-moi, je repars un petit peu en arrière parce que je voulais vous présenter en fait que le fait que les séismes en France hexagonale sont localisés par différentes institutions à l'échelle régionale et nationale. À l'échelle régionale, donc au niveau du laboratoire GeoAzur, nous avons un système de détection-localisation des séismes. Au niveau national, donc il y a le CEA, également le Bureau central sismologique français qui est à Strasbourg, qui localise les séismes en France. Tout cela coordonné dans le cadre d'une infrastructure de recherche nationale, également coordonnée au niveau européen, donc au niveau de EPOS France. Alors, les séismes, comme ils peuvent se produire à n'importe quel moment, on a des systèmes qui vont les détecter de manière automatique, les localiser, calculer leur magnitude. Et quelques temps après, donc, il y a des sismologues qui vont venir valider, réviser les solutions pour confirmer ce qui s'est produit. Donc, je reviens sur la crise sismique donc, qui s'est produite à partir du 18 mars 2025. Si on fait un petit peu un zoom sur la séquence de séismes, on voit qu'on a trois séismes plus forts. Le premier, qu'on va appeler une sorte de choc principal, qui a démarré la séquence de magnitude 4,1 le 18 janvier à 18h45, qui a été suivi quelques heures après par un séisme de magnitude 3,8 à peu près localisé au même endroit. Et puis, une série de répliques plus petites, de magnitude inférieure à 2, dans les 2 jours qui ont suivi. Et hier soir, un dernier séisme, une réplique un peu plus forte, de magnitude 2,9. Les trois séismes qui sont soulignés ici ont été assez largement ressentis par la population, notamment dans le département des Alpes-Maritimes. Alors, si on est capable de détecter et localiser ces séismes, c'est parce qu'on dispose d'un réseau d'instruments, donc de sismomètres qui sont répartis dans notre région, et en particulier sur le département des Alpes-Maritimes, là, qui est souligné ici, avec une densité de stations un peu plus importante au niveau de la ville de Nice. Et donc, tous ces sismomètres-là, lorsqu'il y a un séisme qui se produit quelque part, eh bien, des ondes sismiques vont être émises par le mouvement de faille en profondeur. Ces ondes sismiques vont arriver aux différentes stations à des temps différents. Et en analysant ces temps d'arrivée de ces différentes ondes sismiques, on est capable de localiser le séisme et d'en calculer également la magnitude. Sur ce schéma ici, on voit le premier séisme le plus fort, et tous les petits traits vers les triangles montrent toutes les stations qui l'ont enregistré et qui ont permis de le localiser précisément. Alors, je vais passer la parole à ma collègue Laurine Andrès, qui va vous parler d'un système, d'un autre type d'instrument de mesure qui commence à être utilisé et qui permet de faire des mesures en mer.
Alors depuis septembre 2024, instrumentalisons une fibre qui n'était pas auparavant utilisée, qui est entre Monaco et Savone. Donc c'est cette ancienne fibre utilisée pour des communications est aujourd'hui instrumentalisée avec un système DAS qui nous permet d'utiliser cette fibre comme un réseau dense de sismomètres. Et donc là, vous pouvez voir, par exemple, à deux endroits de la fibre, les traces qui ont été reçues lors du séisme. Et donc, ce système peut être intégré au système dense, au réseau déjà dense des Alpes-Maritimes pour mieux définir les séismes qui ont lieu à terre, mais aussi en mer, et pouvoir donner de meilleures localisations pour les séismes en mer. Donc, on peut voir aussi ensuite que sur notre système, donc vous avez en horizontal la distance au long du câble avec 0 étant proche de Monaco et donc ensuite on se déplace vers l'Italie, et en vertical, donc c'est le temps avec les temps plus vieux qui sont en bas et les temps plus jeunes en haut. Donc on voit tout le long du câble les ondes qui arrivent donc d'abord au niveau de Monaco et qui ensuite se propagent. Donc on a la première onde qui est l'onde P qui arrive, et plus tard on a la seconde onde, l'onde S, donc on peut voir et qu'on peut bien séparer de l'onde P, et ça on peut le voir sur une distance donc de 100 km, et qui donc nous permet une très bonne définition de l'arrivée des ondes. Donc merci Bertrand, et je te laisse la suite. Alors, à partir des stations terrestres, on enregistre les mêmes types d'ondes, donc les ondes P et les ondes S. Donc les premières ondes qui arrivent, il s'agit ici d'une station, la station la plus proche du foyer du séisme, les ondes P, ensuite les ondes S. Et à partir des temps d'arrivée de ces différents types d'ondes à différentes stations, ici, donc chaque ligne est une station différente qui s'éloigne de plus en plus du foyer, on est capable de localiser le séisme, et en utilisant l'information sur les amplitudes maximales qui sont enregistrées aux différentes stations, en corrigeant d'un effet de distance, puisque les ondes s'atténuent avec la distance, on est capable de calculer la magnitude du séisme qui vient de se produire. Alors, ceci est fait de manière complètement automatisée avec des algorithmes qui tournent en permanence et qui scrutent les mouvements du sol. Et on a ensuite des sismologues qui vont venir confirmer ces informations. Juste pour vous montrer ce qui a été produit très très peu de temps après le séisme, le premier choc de magnitude à peu près 4,1, on a notre système Sismo-Azure a produit une localisation automatique. Donc là, un carré, c'est une localisation automatique qui passe ensuite à un cercle lorsqu'il est validé par un sismologue. Et cette localisation a été obtenue en moins de 5 minutes après l'occurrence du séisme. Alors, les sismologues, on cherche à exploiter une information plus complète qui est contenue dans ces signaux qui correspondent au sismogramme. En particulier, on est capable d'extraire de l'information de ces signaux, de ces sismogrammes, qui nous permettent de remonter au mouvement de faille qui s'est produit à la source du séisme. En fait, les séismes se produisent parce qu'il va y avoir une rupture, une fracture rapide sur une faille en profondeur. Et à partir de l'analyse des signaux et des sismogrammes, on peut remonter à cette information. Alors, une façon de faire, c'est de regarder quel est le sens du premier mouvement, donc la première onde qui arrive, soit elle va faire monter le sol ou descendre le sol. Et ça nous donne une première information qui est très partielle sur le mouvement de faille en profondeur. Si on veut exploiter une information plus complète du sismogramme, on va le simplifier en lui appliquant un certain traitement du signal. Et après, on va être capable de reproduire, c'est-à-dire de modéliser la forme de ce sismogramme à partir d'un modèle physique numérique qui, lui, prend en compte les paramètres de la faille. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir les bons paramètres du mouvement de faille en profondeur pour reproduire ce qui est observé au niveau des sismogrammes. Et on va faire ça, non pas à une seule station sismologique, mais à un ensemble de stations sismologiques. Et une fois qu'on fait ça, on est capable de retrouver finalement quel a été le mouvement de bloc ou le mouvement de faille en profondeur où s'est produit le séisme. Donc on peut avoir soit un bloc qui monte par rapport à un autre, un bloc qui est au-dessus de la faille qui descend, ou deux blocs qui coulissent horizontalement. Donc c'est différents types de mouvements de faille.
qu'on va représenter avec un diagramme voilà, qui est particulier, un peu spécialisé pour les sismologues, mais qu'on appelle le mécanisme au foyer, qui en fait correspond à chaque fois, un type de diagramme correspond à un type de mouvement de faille. Alors on fait ça de manière assez systématique pour les sites de notre région. Vous avez ici une carte issue du site Sismo-Azur montrant les mécanismes au foyer des séismes récents qui se sont produits dans notre secteur. Et en particulier, donc les séismes du 18 mars sont localisés ici. Avec un zoom ici, on voit que ce sont des types de mécanismes qui correspondent à ce type de mouvement de faille-là, qu'on appelle un mouvement de faille inverse, mais qui surtout traduit le fait que la région ici est soumise à une compression horizontale. C'est-à-dire que la région est comprimée en fait par les forces tectoniques. Et on peut en déduire à partir de l'analyse, donc à partir de l'analyse de l'ensemble donc des mécanismes au foyer ou des mouvements de faille déduits des séismes sur notre région, que notre secteur, donc qui correspond à la fois à l'arrière-pays proche de Nice, à la zone côtière et à la zone aussi proche en mer, elle est soumise à un système, à une compression qui a cette orientation-là, donc qui est nord-ouest, sud-est. Et je vais repasser la parole à mon collègue Christophe Larocque qui va donc revenir un peu sur l'interprétation plus précise de ces derniers séismes du 18 mars. Alors, je reprends l'écran. Voilà. Voilà, donc je reviens sur la carte géologique que vous voyez ici, qui est un document complexe qu'on ne va pas détailler, qui présente avec les différentes couleurs les âges des roches, et puis on voit les structures, les failles que l'on connaît en surface qui sont indiquées ici en noir. Donc le tremblement de terre dont vient de vous parler Bertrand est localisé ici, à une quinzaine de kilomètres au nord de Nice. Il se trouve entre le haut massif de l'Argentera que l'on a ici au nord, et puis la zone littorale avec la mer que l'on a ici au sud de Nice. Alors l'interprétation que l'on fait avec pour le moment, qui est une interprétation préliminaire, avec l'ensemble des données dont on dispose, connaissant la structure, les structures en surface et connaissant aussi le système en compression dont vient de vous parler Bertrand, compression nord-sud, grosso modo, qui est liée au rapprochement entre l'Afrique et l'Europe, l'interprétation que l'on propose suivant une coupe géologique qui va suivre le trait noir que vous avez ici, qui vous est présenté à droite, qui vous montre dans sa partie supérieure la topographie, qui va évidemment diminuer depuis le massif de l'Argentera à 3000 mètres jusqu'à la zone littorale où se trouve Nice. On regarde la structure de la croûte terrestre sur une trentaine de kilomètres d'épaisseur, que vous voyez ici. On sait que dans la région, on a des grandes failles inverses qui sont connues, qui vont absorber cette compression, comme la grande faille de l'Argentera que l'on a ici, ou comme la grande faille Ligure dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a produit le tremblement de terre de 1887. Et ce qui est très intéressant avec le séisme du 18 mars 2025, dont la profondeur est importante, ici, autour de 20 à 25 kilomètres, c'est qu'il nous indique on en reste pour l'instant à des hypothèses, l'existence d'une autre faille inverse, ici, qui elle est cachée sous les structures superficielles de l'arc de Nice, qui sont celles que l'on voit ici en surface, et le séisme nous indiquerait donc l'existence de cette faille cachée qui serait active ici jusqu'à une profondeur de 20 km, ce qui est important pour l'étude du risque dans la région. Alors, je vais sur ce passer la parole à Françoise Courbouleix, qui va vous montrer comment ce risque est pris en compte, comment il est analysé pour essayer d'en tirer des conclusions. Voilà, je pense que c'est bon. Bonjour, vous voyez bien mon écran?
Donc chaque fois qu'il y a un séisme dans la région, et d'ailleurs partout en France et partout dans le monde, la population s'affole, et c'est assez logique. Donc là, on voit une, euh, un titre qui a été publié hier par Nice Matin, qui est le quotidien local, Séisme doit-on trembler? Alors d'abord, avant toute chose, je rappelle que les séismes, on ne sait pas les prédire. Donc ça, c'est vraiment important, parce que chaque fois qu'il y a un séisme, on a des rumeurs. On pense que les sismologues savent prédire. Vous imaginez bien que si on savait prédire, on le dirait. Donc non, on ne sait pas prédire les séismes. Retenez bien ça. Si vous êtes venu, je vais écouter cette conférence jusque-là. Au moins, porter cette parole. On ne sait pas prédire, mais par contre, ce qu'on sait beaucoup mieux faire au fur et à mesure des années et des données accumulées, c'est cartographier l'aléa sismique. Alors, qu'est-ce que c'est l'aléa sismique? Donc, voici une carte de l'aléa sismique en Europe. Alors, l'aléa sismique, c'est la probabilité d'avoir une vibration du sol assez forte, plus ou moins forte, dans une période de temps donnée. Donc, on ne parle plus de magnitude, ici, on parle vraiment de la vibration du sol qui va interagir avec les bâtiments. Donc, vous voyez ici qu'il y a une zone, alors ici, on a une échelle qui est en G, en accélération de la pesanteur. Donc, plus l'échelle est forte, plus on a une probabilité forte d'avoir une vibration. Vous voyez ici, en Turquie, par exemple, on retrouve la faille nord-anatolienne et la faille est-anatolienne, qui était responsable en février 2023 de très gros séismes et d'à peu près 50 000 morts. Et puis vous voyez donc toutes ces zones en violet donc, qui sont très très dangereuses, toutes ces zones en rouge, la Turquie, la Grèce, l'Italie, et puis chez nous, on est entre des zones jaunes, oranges, mais un peu de rouge aussi. Et donc cet aléa sismique, il est calculé aussi par rapport au séisme historique. Alors, le séisme qui a eu lieu le 18 mars, il a créé aussi des vibrations du sol qu'on peut aussi mesurer en G, en accélération de la pesanteur. Donc là, on a une carte qui s'appelle une shake map, une carte de vibration du sol, qui est calculée à partir des stations sismologiques qui enregistrent le signal en temps réel. Donc vous voyez, ici, dans la zone épicentrale, on a des valeurs bleues, donc qui sont équivalentes ici à 0,02 G, donc bien plus faibles que celles qu'on a vues ici, c'est normal. Euh, c'est normal, donc ce séisme a fait vibrer, mais par contre, il n'a pas fait de dégâts. Une autre manière de regarder les vibrations du sol, comme ça, la shake map, c'est de la regarder en intensité. Et là, on n'a plus des valeurs d'accélération, mais on a des valeurs qui correspondent en chiffres romains en général à des intensités 1, 2, 3, 4. À partir de l'intensité 5, on peut avoir des dégâts légers. Donc là, on n'avait pas de dégâts et on a une perception humaine qui est modérée, c'est-à-dire tout le monde n'a pas ressenti le séisme. Par contre, vous voyez que ce séisme a été ressenti très loin, jusqu'à Fréjus et même en Italie. Donc pas de victimes, pas de dommages, mais des réactions paniques et malheureusement des rumeurs qui circulent sur l'origine du séisme. Alors, il faut rappeler que ce ne sont pas les séismes qui tuent, mais c'est principalement les chutes de bâtiments et d'infrastructures. Et parfois les effets induits, puisqu'on peut avoir des tsunamis et des glissements de terrain. Alors, comment se protège-t-on? La- la- Au niveau de la prévention, ce qui est vraiment important, c'est d'utiliser des normes de construction qui sont adaptées au type de séisme que l'on craint d'avoir. Vous voyez ici une carte du zonage réglementaire en France. Donc vous voyez que si on habite aux Antilles, on est dans une zone d'aléa fort, et donc on a des normes de construction qui sont différentes de Paris, par exemple, où il n'y a quasiment pas de normes parasismiques. Vous voyez ici qu'on est dans une zone rouge, pas seulement chez nous, hein, aussi dans plusieurs zones des Alpes, des Pyrénées, où on est dans un aléa moyen, avec une valeur d'accélération que les bâtiments doivent pouvoir résister, auxquels les bâtiments doivent pouvoir résister. À Nice, en plus de cette carte réglementaire, on a ce qu'on appelle un microzonage qui donne une réglementation plus fine et des normes constructives différentes selon les quartiers pour prendre en compte quelques effets d'amplification qu'on peut avoir en surface. Alors, comment se prépare-t-on à une crise? Alors, au niveau de la préfecture, il y a régulièrement des exercices de simulation de crise. Le dernier était le 14 et 15 janvier 2025. Et donc, on a les services de l'État et tous les services qui sont impactés par un séisme qui s'entraînent à la réaction de crise.
Nous, on a aussi joué ce jeu, entre guillemets, à GeoAzure, donc on s'est entraîné à voir comment on allait réagir. On a fait un plan d'action pour le cas d'un séisme plus fort. Et du coup, pour simuler le séisme, on a fait une shake map, donc une carte d'accélération, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais cette fois, non pas pour un petit séisme de magnitude 4 comme celui qu'on a eu le 18 mars, mais un séisme de magnitude 6, un peu équivalent au séisme qu'on pourrait avoir et que l'on craint. Donc vous voyez avec des accélérations du sol là, qui sont beaucoup plus fortes et qui peuvent causer des dégâts. Et une carte du coup d'intensité qui non plus n'est plus à 4, mais plutôt à 5, à 6 ou même à 7, donc avec des dégâts attendus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour se préparer? Informer les populations. Il faut savoir qu'on est dans une zone sismique. Donc là, vous pouvez avoir des tas d'informations sur le site Observataire. Hein, il y a une mine d'informations, vous pouvez aller à chercher. Et puis, évidemment, il faut former, donc former les populations et former les plus jeunes. Donc là, vous pouvez aller regarder aussi le site EduMed, qui permet de mettre à disposition des données. Donc là, c'est le séisme de Coaras, donc du 18 mars, qui est enregistré dans des lycées et des collèges, et puis des logiciels qui sont mis à disposition des enseignants qui font aussi des sessions de formation. Donc, est-ce qu'on aura un jour un séisme sur la Côte d'Azur capable de faire des dégâts? Oui. Alors, plus la magnitude est élevée, plus la probabilité est faible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'on aura forcément un séisme de magnitude 6 ou 6,5 et qu'on ne peut rien faire. Un séisme de magnitude 5 peut aussi causer des dégâts. Donc, il faut s'y préparer. Quand impossible de le répondre, on ne sait pas prédire les séismes, ni sur la Côte d'Azur, ni ailleurs dans le monde. Comment minimiser les risques? Construire selon les normes parasismiques en vigueur, ça c'est pour les bâtiments nouveaux. Conforter les bâtiments anciens, ça c'est important aussi pour les bâtiments qui doivent résister en cas de crise. Et les ponts, par exemple, qui ne doivent pas s'effondrer pour que les secours puissent arriver. Et puis former, informer, et puis continuer à observer et chercher pour comprendre. Je vous remercie. Merci à tous pour cette vidéo qui, je l'espère, expliquera au grand public cette série de séismes du 18 mars. Et à bientôt peut-être pour d'autres vidéos. Au revoir.